Alors donc moi je suis Brigitte Barbarelli, donc je suis coordinatrice des deux programmes ETP de l'Institut Arnaud de Zanck, donc sur la maladie coronarienne et l'insuffisance rénale chronique. Et moi donc je vais vous parler de quel est le meilleur moment pour pratiquer l'ETP. Donc la diapositive suivante s'il vous plaît. Donc pour illustrer ce propos, en fait, je me suis appuyée sur une enquête qui a été faite en court séjour, l'éducation thérapeutique en court séjour, quelle limite? Donc c'est le CHU de Clermont-Ferrand où l'ETP est délivré pendant l'hospitalisation, qui a étudié les comportements, qui a observé et interrogé des patients, des professionnels et qui a observé aussi des situations pour définir l'efficacité de la prise en charge informative et éducative sur l'observance et l'appropriation des conseils et des prescriptions qui ont été délivrées pendant ces ETP. Et donc ça concerne des patients en cardiovasculaire, mais l'étude mentionne aussi une expérience qui a été faite sur les BPCO et en douleur. Donc je vais tout de suite à la conclusion, mais je vais détailler chaque point. En fait, cette enquête, elle a conclu qu'il y a 4 circonstances qui expliquent la non-observance, ou plutôt la non-appropriation des éléments délivrés pendant l'ETP, quand l'ETP est réalisé en court séjour. En fait, ces 4 circonstances, c'est d'abord un trop-plein d'informations au moment de l'hospitalisation, des actions qui sont menées trop vite, on informe les patients très très vite quand ils sont hospitalisés, un changement de comportement qui est demandé trop tôt, et des projets thérapeutiques qui sont quelquefois trop ambitieux et trop forts pour le patient. Donc je vais vous détailler ces 4 points, s'il vous plaît. Donc trop plein, à savoir que les journées des patients, elles sont aussi très chargées. Souvent on se plaint, nous, de ne pas avoir beaucoup de temps, mais eux, ils ont beaucoup de choses qui arrivent sur eux. Donc entre les visites médicales, les examens médicaux, tout ce qui se passe dans la journée d'un patient. Et de ce fait, ils ont beaucoup d'informations. Quelquefois, elles sont hétérogènes. Tout le monde ne va pas dire la même chose. Ils vont voir plusieurs personnes et quelquefois, on ne dit pas toujours la même chose. Et ça arrive à une saturation cognitive et par trop plein d'informations. Ensuite, la diapositive suivante. Elle me manque. Donc, trop vite. Le temps médical est court, donc on va rapidement pour informer les patients. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Le professionnel est seul émetteur d'idées, c'est-à-dire que c'est lui qui parle et qui dit ce qu'il faut faire. Donc ce n'est pas vraiment de l'ETP quelque part. Et on peut aussi, en ETP, on évalue beaucoup les patients. Et là, on va leur poser beaucoup de questions, on va les évaluer sans leur laisser le temps d'assimiler tout ça. Et on ne prend pas en compte leur avis, on ne prend pas en compte leurs besoins et leurs attentes. Ce qui fait une relation, je pense que si on clique, ça devrait apparaître, sinon il me manque quelque chose. Bon, enfin, ça fait une relation très unilatérale qui va pas dans le sens de l'ETP. Monsieur Mioubi vous a dit, on donne la place au patient et on écoute le patient. Là, dans ce cas-là, en hospitalisation, c'est pas possible d'écouter le patient. En tout cas, c'est pas comme ça que ça se fait dans ce service et dans cette enquête-là. Trop tôt, Monsieur Mioubi vous en a parlé, le temps qui suit l'accident coronarien est un temps de choc. L'annonce du diagnostic, c'est un choc. Les patients n'y croient pas. Souvent, ils disent mais est-ce que c'est chronique, quoi? Vraiment, ils sont très très surpris de ça. Et donc, on a affaire à un patient qui est sidéré et peu réceptif en fait à ce qu'on va pouvoir lui donner comme information. Alors, je vous ai mis le cas d'un patient qu'on a pris en ETP là, récemment, qui a fait un infarctus et qui a 5 stents. Il vient de rentrer en ETP donc là en septembre.
il n'est toujours pas sorti de cette sidération. Il parle toujours de ce qu'il a ressenti au moment où il a posé les stents. Donc on voit que c'est un peu compliqué de faire de l'éducation thérapeutique à un patient qui reste fixé sans arrêt sur ce qu'il a ressenti à ce moment-là, cette forte douleur. Il en parle à tout le monde. Et voilà, c'est pour dire qu'il faut prendre du temps pour donner ces informations. Donc l'enquête dit que la principale préoccupation du patient en hospitalisation, c'est de sortir guéri de l'hospitalisation et de retrouver ses capacités antérieures. Donc voilà, donc c'est trop tôt, c'est vraiment trop tôt pour faire de l'éducation thérapeutique en hospitalisation. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Et trop fort. En fait, les professionnels que nous sommes veulent le bien du patient. Hein. C'est souvent pour pas le laisser partir démuni. En fait, on impose des projets thérapeutiques qui sont les nôtres en fait. Et on n'a pas pris l'avis du patient. Donc c'est très radical. Hein. Arrêter de fumer. C'est très très radical. Quand on dit arrêtez de fumer, sinon vous pouvez mourir aussi, on entend ça aussi quelquefois, donc c'est assez difficile à prendre pour le patient. Donc le professionnel impose le projet thérapeutique et le patient, il faut savoir que pour le patient, tout ce qui est des comportements à risque, c'est des béquilles psychologiques c'est des solutions et c'est très difficile à s'en passer, M. Mioubi vous l'a dit. Donc quand l'initiative du changement ne vient pas d'eux, le patient va se sentir débordé, incompétent et ce n'est pas ce qui va favoriser le changement. Voilà. Donc une ETP efficace, c'est une ETP qui tient compte des facteurs patients préalables. Donc la représentation qu'il a de la maladie, sa motivation à changer, ses besoins et ses difficultés. C'est une prise en charge globale, progressive et centrée sur les besoins du patient. Et c'est un outil pour une meilleure observance des conseils et des prescriptions. Et c'est aussi un outil de développement de la capacité des patients à intégrer dans leur quotidien les informations reçues et les conseils donnés. Et c'est différent de, à s'approprier les informations, c'est vraiment très différent du savoir. Voilà. Et donc c'est fondamental dans la maladie chronique. Donc le bon moment pour l'ETP, on a vu qu'il y a différents niveaux. Donc le niveau 1, c'est l'hospitalisation, c'est en épisode aigu. À ce moment-là, ce qu'on peut faire en ETP, c'est juste identifier les facteurs de risque et orienter les patients vers des structures qui pratiquent l'ETP et qui pourront les aider à changer leur comportement. En niveau 2, c'est le temps de la convalescence. Effectivement, là, on peut approfondir ces informations et sur les facteurs de risque, et ça se fait dans les SSR. Et en niveau 3, retour à domicile, c'est là où le patient sera plus réceptif, et c'est là où on fait les programmes de TP avec les médecins traitants. Donc c'est ce moment-là qui est le bon moment pour faire de l'ETP. Donc en SSR, l'ETP est débuté, le temps est tout de même court. C'est vrai que les patients qu'on reçoit à la suite des SSR, puisque nous on les prend à la suite des SSR, ils disent j'ai commencé, mais c'est pas suffisant. Et aussi ils se retrouvent un petit peu seuls à domicile. En SSR, ils ont été coucounés, et à domicile, ils se retrouvent seuls et ils apprécient de pouvoir s'appuyer sur un programme. Alors dans l'enquête, ils ne parlent pas tellement des programmes ETP spécifiques comme nous, comme on vous en a parlé, mais voilà, ils représentent un appui des actions mises en place par les médecins traitants et les spécialistes. Voilà, je vous ai mis quelques paroles de patients. C'est vrai que souvent,
quand ils arrivent dans la première étape de l'ETP, qui est le diagnostic éducatif, c'est-à-dire c'est une étape individuelle. On a dit que ça se faisait en groupe, mais il y a la première étape où on va parler avec eux et on va voir un petit peu quels sont leurs besoins. C'est là où on va évaluer leurs besoins. Et, souvent, ils arrivent un peu sidérés et choqués. Donc je pense à une dame qui disait, qui était, en plus d'avoir fait un infarctus, elle était dépressive parce qu'elle avait, elle avait été responsable d'un accident dans lequel la victime avait perdu la vie. Et donc elle était vraiment très très dépressive. Et pour elle, c'était inconcevable d'arrêter de fumer, de modifier son comportement alimentaire. Et c'était vraiment très très difficile, très lourd à porter. Donc bon, peu à peu, on l'a aidée. Mais voilà, donc c'est vraiment une aide pour eux. Et je pense aussi à une dame que j'ai vue récemment qui a fait un infarctus avec 2 stents et qui a été atteinte d'une CEP. Et elle, c'était son seul plaisir, c'était de fumer. Et quand on lui a dit de devoir arrêter de fumer, c'était dramatique pour elle. Donc, par contre, cette patiente-là, elle était pas suffisamment bien à l'aise avec sa maladie, sa CEP, et donc elle a été orientée sur un programme d'éducation thérapeutique sur la CEP, avant de faire celui sur l'infarctus. Voilà.